Internationaux de Ivoire News Radio International, bonsoir. Après quelques jours de récréation, nous voilà encore sur le plateau de Dias Politique, l'émission politique de la diaspora, animée par Matt de Boisbré, tenu de main de maître par notre ami au pupitre technique, Roger. Voilà ce soir une édition spéciale de Dias Politique que nous faisons. Nous recevons dans nos studios, enfin depuis Paris, quelqu'un qui n'est plus à présenter sur ces antennes, une personnalité bien sûr qui n'est plus à présenter cette radio, puisque nous l'avons déjà reçu ici plus d'une fois. Il s'agit bien de notre compatriote Abeti, président fondateur du CRI panafricain, un mouvement de résistance patriotique qu'il a créé et dont il va repréciser l'objectif fatal tout à l'heure. Monsieur Abel Naki est même auteur d'un livre, Côte d'Ivoire, notre cri, récemment publié dans les éditions Harmattan. Abel Naki est aussi le fondateur des Facebookers pour Gbagbo, dont notre ami Claudius Quadio est président, je crois bien. Nous le connaissons donc comme une personne très engagée dans la résistance patriotique, un pro-Gbagbo pur et dur qui a même laissé sa voix dans une chanson dédiée au président Gbagbo, que nous avons eu l'occasion d'attendre à plusieurs reprises. Alors ce soir, Dias Politique est une édition spéciale puisque vous êtes en train de nous écouter aujourd'hui. Nous avons l'habitude d'être dans les airs les samedis à partir de 18h. Mais nous la faisons aujourd'hui pour des questions de convenance, surtout dans le temps de notre invité, que je vous rappelle, est bien Abel Naki. Alors, pour cette édition spéciale, nous allons passer en revue le dernier développement de l'actualité politique et surtout de la galaxie, dont est membre notre ami Abel Naki. Alors, monsieur Abel Naki. Allô? Bonsoir, je vous entends très mal. Oui, je crois que... Alors Jacques, essayez de donner du jus pour voir si notre ami... Alors Naki, est-ce que vous nous entendez parfaitement maintenant? Si ça ne va pas, dites-le nous, on va changer de... Est-ce que ça va? Je vous attends parfaitement avec quelques petits grésillements, mais bon, ça va. Oui, je sens un peu de grésillement, Jacques. Essayez de voir ce qui ne va pas. Je signale que nous sommes avec monsieur Abel Naki pour cette édition spéciale de Dias Politique, une émission qui a été portée à plusieurs reprises. Cela consécutif à beaucoup au programme de notre invité, monsieur Naki. Merci quand même d'avoir répondu présent à cet appel aujourd'hui. Alors, on va commencer comme ça. Vous aviez sur le marché mis un livre, Notre cri, Côte d'Ivoire, Notre cri, chronique d'une résistance au cœur de l'Occident, publié par les éditions Harmattan. C'est une œuvre dont nous n'avons pas eu l'occasion évidemment de parler ici aux États-Unis, mais de quoi parlait-il exactement en bref? Écoutez, bonsoir à la radio Jacques Show, bonsoir à tous les éditeurs, d'ailleurs, tout le monde. Oui, effectivement, au mois de février, j'ai publié, donc par le biais des éditions L'Harmattan, mon premier ouvrage intitulé Côte d'Ivoire, notre cri, chronique d'une résistance au cœur de l'Occident. Dans ce livre, comme le dit si bien les deux titres, le premier titre, notre cri, donc le cri des Africains, le cri des Ivoiriens face à l'injustice faite à la Côte d'Ivoire par la communauté internationale, le cri donc de désespoir des Africains, d'amertume des Africains, mais en même temps le cri de ça, et le cri de renaissance de notre Afrique. Le deuxième titre, qui est chronique d'une résistance au cœur de l'Occident, donc ce sont les chroniques, donc un peu si vous voulez, ce sont les différentes étapes de la résistance que nous avons menées au cœur de l'Occident, donc en France, aux États-Unis, dans toute l'Europe. Voilà, ce sont les grandes dates, les grandes actions que nous avons menées, et comment nous les avons menées, comment tout cela est né,
et quelles sont les perspectives, voilà, comment le pays panafricain est né, les différentes tournées que nous avons faites, notamment la caravane de la liberté en France, celle des États-Unis. Voilà, c'est à peu près, si vous voulez, ce sont les chroniques, les grands moments de cette résistance. Alors, M. Mathieu Boisbré, on ne vous entend pas du tout, hein? Voilà, je crois qu'on a quelques soucis donc avec M. Mathieu Boisbré, hein, voilà. Alors, voilà, plus nous avons notre invité, M. Abel Naki, depuis donc Paris, hein, qui est en train de nous parler un peu hein, des différents livres qu'il a certainement mis sur place, et puis sa démarche. Alors, la question que je vais vous poser hein, par rapport à où en est-on exactement en attendant que M. Mathieu Boisbré n'arrive, hein, où en est-on avec un peu le dossier de M. Laurent Gbagbo, où vous vous situez par rapport un peu à tout ça? Merci. Écoutez, le dossier du président Laurent Gbagbo, sans être trop prétentieux, parce que je ne suis pas membre de son conseil juridique, mais j'ai un regard d'un Ivoirien, j'ai un regard d'un homme politique face à cette affaire. Il y a eu donc l'audience de confirmation de charges retenue contre le président Laurent Gbagbo. Cette audience a donné suite à plusieurs reports donc pour donner le verdict de confirmation de charges. Et finalement, nous avons eu le verdict de des juges de la CPI, donc qui ont confirmé les charges retenues contre le président Laurent Gbagbo. Ce qui signifie que le président Laurent Gbagbo va comparaître en jugement, donc l'affaire sera jugée devant les juges, et donc c'est dans cette situation que nous sommes. Voilà, nous avons bataillé jusqu'à bec et ongle pour ne pas que les chiffres soient confirmés. Nous avons dénoncé beaucoup d'irrégularités dans le fonctionnement de cette phase préliminaire de l'affaire du président Laurent Gbagbo. Malgré nos efforts, aujourd'hui, nous sommes contraints à aller à un procès. Donc, le procès que nous appelons le procès de la Cour pénale elle-même, parce qu'à travers ce procès, nous verrons effectivement si cette Cour pénale internationale est crédible ou pas, si c'est une cour officielle ou si c'est une cour impartiale. Donc, beaucoup d'enjeux sur l'affaire du président Laurent Gbagbo. Nous attendons que, effectivement, les juges de la CPI fixent la date à laquelle va commencer véritablement le procès, sans ignorer ou sans omettre que le conseil du président Laurent Gbagbo avait interjeté appel pour aller contre cette décision de confirmation de charges. Donc nous attendons que le verdict de l'appel, soit cet appel est accepté par les juges, auquel cas, le président va être libéré, ou soit la cour d'appel de la CPI confirme et rejette en tout cas l'appel de Maître Maki, auquel cas nous irons au procès. Donc voilà un peu la situation que nous avons au niveau de la président Laurent Gbagbo. Oui, tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez parlé un peu donc de crédibilité. Et puis, est-ce que vous avez des éléments aujourd'hui hein, pour douter un peu donc de la sincérité des juges et puis de la crédibilité de la Cour pénale internationale? Oui, mais nous avons des éléments. Nous avons suivi de près, en tout cas, le déroulement de l'étape préliminaire de l'affaire du président Laurent Gbagbo. Nous avons suivi les juges qui nous avaient dit que les charges, les preuves, en tout cas, qu'avait apporté le procureur dans son dossier, donc le document contre
prenant les charges, ces preuves-là étaient insuffisantes. Donc, nous avons tous crié, nous avons tous dénoncé, dit que quand les preuves sont insuffisantes par rapport à un prévenu, normalement, ce dernier est mis en liberté. Nous n'avons pas assisté à cette mise en liberté du président Laurent Gbagbo. Nous savons aussi que la CPI a le juge, sinon le procureur avait, dans ses décrétés, dit que le président Laurent Gbagbo avait des comptes bancaires, il dit que le président Laurent Gbagbo avait des soutiens, ils ont dit que le président Laurent Gbagbo, s'il était libéré provisoirement, allait fuir. Bon. Les juges ont eux-mêmes vérifié que, effectivement, aucun compte bancaire du président Laurent Gbagbo garni n'existait pas. Ils ont vu aussi que les soutiens dont ils parlent ce sont des soutiens de ces partis, des soutiens de partisans, donc qui soutiennent comme les Africains du Sud ont soutenu Nelson Mandela et par la suite le monde entier dans cette action. C'est la même chose que nous faisons. Donc, pour ça, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas libérer, de rester provisoirement le président Laurent Gbagbo. Donc, beaucoup d'éléments dans le document qu'on charge nous font penser que cette Cour pénale internationale ne regarde pas vraiment le droit, mais se manifeste à pouvoir garder le président Laurent Gbagbo coûte que coûte contre toute éventualité. Donc, c'est quelques éléments qui nous disent que la CPI va jouer un peu avec le procès du président Laurent Gbagbo. Voilà, la CPI va jouer son rôle. Je vais voir si mon collègue M. Mathieu Boisbré est déjà en ligne. M. Boisbré, est-ce que vous nous entendez maintenant? Jacques, est-ce que vous m'entendez là au niveau du studio? Voilà, nous entendons parfaitement. Allez-y, M. Boisbré. Voilà, merci Jacques, merci. Je vous signale alors que le problème technique ce soir, j'espère que nous n'allons pas les connaître assez pour entendre notre ami Abel Naki, surtout sur le combat de la galaxie patriotique. Nous allons insister ce soir par rapport au développement de l'actualité au sein de ces groupements-là. Alors, Monsieur Naki, comment se porte aujourd'hui la galaxie patriotique en général et le CRI panafricain en particulier, juste de façon générale? La galaxie patriotique se porte très bien. Elle se porte très bien. Les actions continuent de se mener en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo. Je peux vous dire d'ores et déjà que le samedi 2, nous avons une manifestation à la place du Trocadéro. Le 7 août, qui est la date de l'indépendance de notre pays, nous aurons une manifestation à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc, la galaxie patriotique se porte à merveille, elle se porte très bien. Le CRI panafricain, par exemple, le CRI panafricain qui suit, en tout cas, c'est un chemin de mouvement politique qui mène ses actions en collaboration avec tous les autres mouvements dans la galaxie patriotique de la diaspora. Tout va bien. Nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes dans le combat, nous ne reculons pas. Je ne vous entends plus, Alors, vous nous entendez, monsieur Abel Naki? Oui, je vous attends, mais je ne l'entends plus. Voilà, nous l'avons momentanément perdu. Alors, excusez-moi. Alors, monsieur Naki, la question que je vais vous poser, je ne sais pas si vous êtes militant du Front populaire ivoirien, une chose est sûre, c'est que le combat, c'est pour la libération donc de monsieur Laurent Gbagbo. Alors, la question que je vais vous poser face à la polémique un peu qui entre au niveau donc du Front populaire ivoirien, où vous vous situez. Nous savons que M. Laurent Gbagbo, dans son combat, avait dit dans le temps, la lutte que nous menons, c'est une lutte pour tout le monde. Pas vrai. Si je tombe, vous pouvez certainement continuer un peu cette lutte.
aujourd'hui, nous avons l'impression que sans Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien ne fonctionne pas très bien. Je ne sais pas si vous êtes Front populaire ivoirien, maintenant d'avoir M. Mathieu Boisbré. Est-ce que vous avez au moins des éléments de réponse par rapport à ça? Oh, écoutez, vous l'avez dit vous-même, hein, je ne suis pas du Front populaire ivoirien, je suis du panafricain. Effectivement, le président Laurent Gbagbo avait dit que si je tombe, continuer le combat, j'en ai mon corps et continuer le combat. Donc, que qu'on comprenne cette situation du président, de deux partenaires qui disent que le président parlait de sa mort, donc s'il tombe, s'il meurt, d'engendrer son corps, de continuer le combat. Vu que le président n'est pas encore mort et que la CPI n'est pas mort, donc du coup, le combat reste le combat à continuer. Donc il faut lutter pour sa libération. Donc il faut être pacifiste et attendre que le président soit libéré. Et il y a une autre partie qui dit que s'il tombe, agenter le corps, tomber pour eux, ce n'est pas dans le sens propre, ça veut dire que si la situation que nous vivons actuellement, c'est fait que le président n'est plus dans tous ses moyens pour pouvoir mener cette politique, pour mener cette machine FPI à bon port, alors nous pourrons continuer le combat. Donc ces deux tendances se portent au niveau du FPI. Je pense qu'une solution a été trouvée et est en train d'être trouvée. Donc, les partis de FPI s'arrangent à pouvoir faire toutes sortes de polémiques afin de se concentrer sur les vrais combats. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Jacques, est-ce que vous m'entendez? On n'entend pratiquement plus M. Naki. J'ai fini de répondre à la question. Voilà. Allô, Jacques, vous m'entendez? Allô, Jacques, le studio? Monsieur Naki, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Voilà, je signale qu'on a vraiment des problèmes techniques ce soir, hein, dû certainement à la ville où je me trouve. Alors, on va essayer de continuer comme ça, espérons que tout ira pour le mieux. Alors, Monsieur Naki, tout à l'heure, je tente de vous demander la santé de la galaxie patriotique en général. Hein, vous avez certainement fait un petit tour d'horizon. Alors, nous avons eu écho, hein, je posais cette parce que nous avons eu écho tout récemment, hein, de certains grands noms de la résistance patriotique qui sont allés créer certains mouvements, par exemple le MDCI, le mouvement pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Certains grands noms, je parle de Diaby Youssouf, secrétaire général, de porte-parole de M. Blé Goudet, hein, que nous avons d'ailleurs reçu ici, du départ de Awa Stallone, de Thierry Joël, de Ano Castro, de Serge Kassi. Alors on a envie de dire, hein, devant ce morcellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche réellement? Il n'y a pas de morcellement. Moi, j'ai du mal à chaque fois, lorsque les Ivoiriens sont très pris à la lutte régionale. J'ai du mal à les fermer. Il n'y a pas de morcellement. Il y a un combat à mener. Le combat à mener, il est important que chacun puisse, à ce niveau, mener le combat de telle sorte que ce combat-là soit efficace. Je ne pense pas un seul exemple. Ceux qui créent un parti politique, un groupe qui crée un parti politique, pour amplifier le combat, je ne pense pas que ce soit un morcellement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va faire vivre. Moi, je salue l'initiative de cette camarade. Je salue l'initiative de nos amis qui, à un moment donné, se sont dit qu'il est important de jouer un rôle important dans la lutte que nous menons. Ils sont mis ensemble et ils ont créé leur parti pour pouvoir mieux se faire entendre et pour pouvoir mieux mener le combat et être épaulé, et épauler en tout cas la grande machine de l'UFP. Donc je pense que c'est une très bonne chose et je salue leur initiative. Oui, mais vous estimez que la meilleure manière de mener le combat, il faut qu'il y ait de nombreux sous-groupes, ou bien il est mieux
d'avoir un grand groupe. Quand vous avez un grand groupe et on tape le grand groupe, vous n'avez plus de recours. Souvenez-vous, en 2004, je crois, lorsqu'il y avait Marcoussi, c'était un peu la ministère, 2003-2004, je pense, le FPI est parti tout seul, Marcoussi pour discuter. Pendant que les rebelles se sont découpés en plusieurs morceaux. C'est de là que part notre misère. Ils se sont découpés en plusieurs morceaux, ils y sont allés, les décisions qui ont été arrêtées là-bas ont donné du pouvoir à ces différents groupes qui ont été créés. Ce qui a permis leur entrée dans le gouvernement, ce qui a permis leur entrée dans la commission électorale indépendante, ce qui a causé, en tout cas, la minorité du FPI, sinon la minorité du gouvernement, dans Gbagbo, dans la CEI. Donc, au niveau de la CEI, le camp Gbagbo était minoritaire et c'était une position qui avait la plus grande part dans la commission électorale. Donc, si à ce moment-là, le FPI n'y était pas allé seul et qu'il y avait d'autres partis politiques qui je pense que le partage allait être égal. Donc voilà, on ne peut pas mettre tout le monde dans un seul moule, et si tout le monde est dans un seul moule et que ce moule-là est attaqué, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Moi, je pense que le président Laurent lui-même est le père du multiparti. C'est lui qui a incité à ce qu'en Côte d'Ivoire, il y ait plusieurs partis politiques, il y ait plusieurs façons de vivre. Donc, le fait que les personnes créent leur parti politique, ça ne veut pas dire qu'ils sortent au bas que nous menons, qui est essentiel, qui est la libération du président Laurent Gbagbo, la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ce sont les deux idées fondamentales de la liberté de l'extérieur. C'est ceux qui créent ces partis-là sont toujours dans cette logique. Voici les questions qu'il faut poser. Ce n'est pas de dire pourquoi tout le monde ne va pas au FPI. Tout le monde ne peut pas aller au FPI. Tout le monde ne peut pas aller au FPI. Donc, il faut permettre que les gens libres pour pouvoir mener le combat. La seule chose qu'il faut faire, c'est de converger, en tout cas les synergies, c'est de se mettre ensemble, c'est de mettre les idées ensemble et de pouvoir continuer le combat. Ok. Merci, monsieur Naki. On voit là que c'est certainement une question de stratégie, certainement, mais on apprend que vous avez décidé de donner, revenons maintenant, comme je dis, on revient à l'actualité même de ces jours-là, on apprend que vous avez décidé de donner une autre note, je dirais même une note différente à la lutte que vous meniez. S'agit-il exactement? La note il s'agit, c'est à vous de le dire, monsieur. Allô? Oui, je vous entends. Allez-y. C'est à vous de me dire de quelle note il s'agit. Oui, nous avons les informations qui nous parviennent, sont que vous dites maintenant qu'il faut arrêter certainement les luttes, les batailles que vous meniez sur le terrain, par exemple avec les marches et autres, et que maintenant qu'il faut s'asseoir pour discuter avec le pouvoir. C'est un peu une nouvelle note, non? Monsieur Boisbré, vous êtes journaliste et vous ne pouvez pas fonder vos opinions sur des ragots. Vous ne pouvez pas fonder votre démarche sur des choses qui se racontent. Je n'ai pas. Il fallait arrêter les actions que nous menons ici. Je ne l'ai jamais fait. Je dis à vidéo, dans l'interview, lorsque la question m'a été posée, parce que j'ai fait des propositions dans la vidéo, la question m'a été posée de savoir comment fait-on pour que nos camarades soient libérés, pour que les réfugiés sont en dehors de la Côte d'Ivoire puissent rentrer. J'ai fait des propositions. J'ai fait des propositions afin que nos amis, nos camarades puissent être libérés, afin que ceux qui souffrent aujourd'hui dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, qui sont des réfugiés, puissent pouvoir rentrer. C'est là que le journaliste me pose la question de savoir est-ce que cette proposition, vous êtes prêt à faire au pouvoir? J'ai répondu, prêt à parler au pouvoir. Je n'ai pas dit que j'arrête les manifestations. Je viens de vous dire dans mon introduction que
que le samedi, nous avons une marche. Le samedi qui vient, et le 7, nous avons une marche. Donc, il faut faire la part des choses. Ne soyons pas fébriles dans le combat que nous menons, ne soyons pas dans l'émotion dans le combat que nous menons, soyons réalistes. Voilà. Voilà. Merci. Merci, Naki. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous a invité, hein, justement pour éclairer la lanterne de beaucoup d'Ivoiriens, hein, de beaucoup de vos compatriotes qui certainement entendent ces ragots-là. Et justement, quand on entend les ragots, il faut aller à la source de l'information, et c'est ce que nous faisons en vous invitant ici, pour nous éclairer justement sur cette situation-là. Alors, donc, mais vous reconnaissez quand même justement cette histoire de dialogue, de dialogue avec le parti au pouvoir, avec le pouvoir aujourd'hui. Est-ce que vous croyez en vous-même que ce combat-là va aussi porter ses fruits? C'est-à-dire, après les marches, maintenant vous incluez le dialogue. Est-ce que vous pensez que le pouvoir va écouter ce que vous allez lui dire? Mais qu'est-ce que j'en sais moi-même et qu'est-ce que vous en savez vous? Nous n'attendons rien du tout. Il faut oser. Nous sommes de ceux qui mènent ce combat-là et il est important d'utiliser toutes les pistes en ligne de compte de l'évolution du combat. Donc, on ne peut pas plus que on refuse de parler au pouvoir, on refuse de discuter. Je vous dis, monsieur, les prisonniers qui sont en combat, ils dépendent de qui? Ils ne dépendent pas de nous, ils ne dépendent pas de nos cris, ils ne dépendent pas des leaders de la galaxie patriotique. Leur libération dépend de M. Ouattara. Alors, comment nous faisons? Nous allons envoyer un email, peut-être à M. Ouattara, nous restons ici à Paris, et puis nous envoyons un email, je dis, bon, écoute, monsieur, vous pouvez libérer le prisonnier, hein, bon, voilà. Ou alors nous lui envoyons un SMS, hein, un message par téléphone, ou alors on décide de lui parler. Donc, voilà la démarche laquelle le club panafricain veut s'inscrire. Et il ne faut pas oublier que le club panafricain est un mouvement politique et qui fait de la politique. Merci. Allô, vous m'entendez? Voilà, ok. Je crois que oui, on a vraiment de sérieux problèmes techniques ce soir. Alors, je crois que j'ai l'impression que vous avez fini de répondre à cette question. Justement, monsieur, c'est le problème fondamental qui se pose aujourd'hui, hein, c'est le moment choisi justement pour ajouter, je dirais, une autre corde à votre combat. Vous êtes au courant de la situation qui prévaut, hein, parmi vos partisans, en particulier de nombreux probablement. C'est votre présence à la conférence sur la convergence vers l'émergence 2020 tenue par des du moins par des pro-Ouattara à Paris. D'abord, pouvons-nous retenir du fond de ce qui a été dit, et puis ensuite vous allez nous dire si c'est cette conférence-là qui a marqué le déclic, si je veux dire le changement, hein, de fusil d'épaule que vous avez, la corde que vous avez ajoutée à votre compte. Merci. Je reviens encore une fois de plus là-dessus. J'ai été invité par un ami qui est le responsable de cette apparition Convergence 2020. J'y suis allé. Je l'ai dit que j'y allais pour apporter ma contradiction à moi, la vérité à moi concernant la réalité en Côte d'Ivoire. J'y suis allé. J'ai fait ma part, j'ai apporté ma contradiction et je suis revenu. Ça devrait la chronique, c'est tout à fait normal. Il y a des amis, des frères de combat qui ne comprennent pas, ne comprennent toujours pas. Mais il faut suivre la démarche d'une personne pour pouvoir comprendre la marche. Je leur demande tout simplement de suivre la démarche et ils comprendront la marche. Je suis allé apporter tout simplement une contradiction. Comme le FPI pouvait aller au siège du RDR, pour parler avec le RDR et que ça ne fait rien à personne, comme le FPI pouvait aller aussi discuter avec les membres du gouvernement et que ça ne fait rien à personne. Donc, on ne peut pas faire d'une pierre deux. Voilà. Moi, je suis allé. Je ne sais pas où le salut peut venir. Je suis allé, on leur dit, c'est vrai, vous parlez de convergence. Mais pour qu'on puisse converger en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a des divergences. Parlons des divergences. Les divergences, c'est que nous disons que nous avons nos parents qui sont en prison.
Nous avons nos frères qui sont en exil. Le président Laurent Gbagbo qui est le centre, le socle de toute cette affaire est à la CPI. Charles Blé a été kidnappé par son exil et a été envoyé à la CPI. Comment faisons-nous pour pouvoir converger? Je suis allé leur dire que l'émergence d'un pays ne concerne pas une ethnie. L'émergence d'un pays, ce n'est pas l'affaire d'une communauté. L'émergence d'un pays, ce n'est pas l'affaire d'un parti politique. Pour faire émerger un pays, il faut que tous les fils et les filles de ce pays soient ensemble. Il faut qu'il y ait réconciliation. Il faut que ceux qui sont en prison puissent sortir, ceux qui ont perdu leur terre puissent récupérer leur terre, ceux qui ont perdu leur maison puissent leur restituer, les avoirs qui sont gelés, on puisse dégeler ces avoirs et que les Ivoiriens puissent être dans une cohésion sociale parfaite pour que nous puissions parler d'émergence. Voici la contradiction que je suis allé porter. Si ça doit provoquer des remous, vraiment, je ne sais pas. Mais je pense que, je l'ai dit, ils suivent la démarche de quelqu'un pour comprendre sa marche. Merci. Voilà. C'est ça, M. Naki. Merci de faire la précision. Évidemment, quand nous avons annoncé, nous avons lancé le protocole de cette émission, ils sont nombreux, vos compatriotes, les Ivoiriens, qui effectivement étaient inquiets, qui se demandaient quelle était la nouvelle voie d'Abel Naki, alors qu'au fond, Abel Naki n'a pratiquement rien changé dans son combat, comme vous venez de le préciser. Mais est-ce qu'on peut quand même retenir que c'est à partir de cette conférence-là, de votre présence, la conférence de Ali Touré, que vous avez l'idée d'ajouter cette autre corde-là à votre combat, c'est-à-dire celle de vouloir discuter avec le pouvoir? Est-ce que c'est à partir de cette conférence que cela est né? Non, cela n'est pas né à partir de cette conférence. Cette conférence n'est qu'un élément dans le processus. Écoutez, nous avons mené une vie pendant 3 ans et demi. Mais le CRI panafricain, je vais vous dire, le CRI panafricain est un mouvement politique. Il y a plusieurs sections. Il y a 20 sections en France. Il y a au moins 3 sections aux États-Unis. Il y a des sections en Europe, dans différents pays, en Belgique, en Italie, en Hollande, un peu partout. Il y a aussi des sections en Afrique, au Maroc, en Mauritanie et même en Côte d'Ivoire. Nous nous réunissons pratiquement 2 fois dans le mois pour voir ce que nous faisons, pour faire le bilan à chaque fois que nous avançons. Donc, ce n'est pas venu du ciel, du total. Et Abel Naki n'est pas le seul à décider dans ce mouvement. Nous sommes plusieurs, il y a des experts, il y a des intellectuels, il y a toutes sortes de personnes, il y a des Africains, et nous réfléchissons. Nous disons, comment allons-nous faire? 3 ans après, nous avons crié, nous avons marché, nous avons battu le record des manifestations de rue et des marches. Nous avons acquis l'expérience des manifestations de rue et des marches. Mais malgré cela, les charges contre le président Laurent Gbagbo ont été filmées. Ce qui est sûr, c'est qu'il ira au procès. Qu'est-ce que nous faisons? Pendant ce temps, nous avons dit que nous avons des frères qui sont à la Maca. La première dame est à Odiri. Nous avons des amis, nous avons des jeunes patriotes qui sont éparpillés un peu partout dans des prisons de fortune. Ils souffrent. Ils ont les images, les photos. Nous sont envoyés en longueur de journée pour nous montrer leur souffrance, leur misère. Et à côté de cela, il y a aussi des milliers de personnes qui ont fui les bombardements, qui ont fui la chasse aux sorcières, qui ont fui les milices pro-Ouattara et qui sont allés se réfugier au Togo, au Bénin, au Libya et au Ghana. Ils disent, moi je suis allé au Ghana, ceux qui parlent, qui ne se sont jamais déplacés, qui restent sur leur clavier et qui, en longue journée, passent leur temps à casser les actions que les autres mènent, ceux-là ne se sont jamais déplacés pour aller voir ce qui se passe là, pour aller voir au camp d'Avetezo au Togo, pour aller au Bénin, au Libéria, pour voir comment les Ivoiriens sont en train de souffrir. Et c'est à cela que, en tout cas, les instances du CRI panafricain, qui sont réunies et ont dit qu'il faut
qu'on ajoute à la lutte que nous menons d'autres corps, d'autres façons de faire, d'autres stratégies. Et c'est l'une des stratégies qui nous a permis d'assister à cette conférence de presse. L'invitation est arrivée, nous l'avons étudiée et nous avons décidé d'y aller. C'est comme ça que cela est devenu. Sinon, notre démarche n'est pas arrivée à cette conférence. Non, du tout. Nous sommes un mouvement sérieux, un mouvement réfléchi, un mouvement qui pense et un mouvement qui fait des propositions, un mouvement qui avance, qui pose des actions. C'est comme ça, chers amis, nous avons décidé de participer à cette conférence. Merci. Merci, M. Naki. Nous insistons effectivement sur cette conférence. Vous le savez bien combien de fois cette conférence a suscité beaucoup de remous au sein de vos compatriotes, de vos partisans. Ils sont nombreux qui vous ont couru au pilori. Et nous craignons justement ce que vous veniez ce soir nous dire exactement de quoi il est question. Mais vous savez, vous êtes sans ignorer que ce qui a le peu enfoncé le clou, c'est des propos qu'on vous a prêtés. Je ne sais pas trop si cela fait partie des ragots. On aurait lu sur votre mur que j'ai 42 ans et je ne veux pas me retrouver à la haie. Tous les groupes ici de la danse que j'ai créés seront fermés ce soir. Reconnaissez-vous d'abord ce poste-là et puis à quoi obéissait-il si c'est vraiment vous qui l'avez écrit? Je reconnais ce poste, c'est moi qui l'ai écrit. Il a écrit suite à la méchanceté de moi. Il a écrit, et je l'assume. Je l'ai dit, j'ai 42 ans, je ne peux pas me retrouver à la haie. Comme Charles Blé Goudé, parce que les Ivoiriens sont méchants. Pendant que ce dernier, Charles Blé Goudé, leader de la Galaxie Pacifique, était en train de souffrir des mains du pouvoir, lorsqu'ils sont allés l'attraper au Ghana, les Ivoiriens ont eu le malin plaisir d'écrire, de le saluer et de dire que ce dernier avait venu avec un but. Aujourd'hui, je se retrouve à la haie. Ils sont peut-être contents, les Ivoiriens. Ils se disent être dans la même lutte que nous menons. Ils sont aujourd'hui contents. C'est leur objectif. Que Charles Blé Goudé soit à la haie. C'est là que je dis, il ne veut pas me retrouver à la haie. Et donc, je prendrai mes responsabilités. C'est moi qui les ai écrits. C'est vrai, ça a choqué plus d'un. Mais il a écrit, j'étais peut-être énervé ce jour-là. J'étais exaspéré en lisant les commentaires des uns des autres, des gens qui on avait placé notre confiance, des gens à qui on ne pensait pas, qui faisaient des commentaires qui blessent. Et ça blesse. Parce qu'à Ben Naki, je vais vous dire, je n'ai pas été nommé pour mener cette vie. Je n'ai pas été embauché pour mener cette vie. Je me suis levé de moi-même. Mon pays voulait. Et j'ai posé des actions. J'ai posé des actes. Et donc, quand je vois que des gens se mettent à parler comme s'ils m'avaient élu, ou comme s'ils m'avaient embauché, ou comme si j'avais signé un contrat avec eux, je dis que ce n'est pas une bonne façon de faire et ce n'est pas une bonne façon d'agir. Mais c'est vrai, l'émotion l'avait un peu emporté, j'ai écouté ces mots, mais aussitôt, je les ai effacés sur ma page Facebook. Oui, c'est ça. C'est justement cela. Vous savez que vous êtes un leader d'opinion. Vous êtes devant, je dirais, vous menez des troupes et que certaines fois vous attendez à ce que tout ne vous porte pas dans le cœur. Alors certains disent, Abel Naki, effectivement, en disant cela, a commis une faute politique. Il doit la reconnaître, avancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? C'est quoi la faute politique? Le fait d'avoir écrit sur mon mur ou le fait d'avoir fait la conférence? Oui, non, le fait d'avoir écrit ces mots-là sur votre mur, par exemple. Oh oui, ça peut être une faute politique. Si c'est une politique, je la reconnais, j'ai fait une faute, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal en cela, j'ai fait une faute, mais je dis que j'étais exaspéré. Et comme je suis un homme, un leader a de l'eau qui coule dans son corps, c'est du sang. Il a un cœur qui bat, et voilà, quand il se retrouve seul, il peut craquer. Donc, je le reconnais, je l'assume, je dis, aussitôt que je l'ai écrit, quelques minutes après, je les ai effacés. Si c'était une faute, effectivement, on me la pardonne. Mais je dis que voilà, ça a été fait parce que je me suis senti blessé dans l'amour propre. Voilà. Voilà.
Merci, monsieur Naki. Comme je l'ai dit, c'était le point le plus important de cette interview-là. Ils sont eux qui ont intervenu. Par exemple, je vais vous donner l'occasion, par exemple, d'écouter certaines critiques, surtout répondre à ces critiques-là. Le RDR, il y a monsieur Zouglog qui dit que le RDR était dans son marketing politique à cause de l'arrivée de Hollande, et vous les suivez dans leurs bêtises. Le RDR vous utilise pour dire aux Français que la réconciliation est en marche et que tout va bien en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous dites? Ceux qui disent ça, moi je ne sais pas comment ils réfléchissent. Hein. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens. Et il y a l'opposition qui est en Côte d'Ivoire. Cette opposition-là discute aussi avec ce pouvoir. Donc, qu'on nous dit réellement que la vraie opposition à Ouattara, c'est celle qui est en Occident. C'est celle qui est dans la diaspora. On nous dit effectivement, le vrai opposant à Ouattara, il s'appelle Abel Naki, qui prend des responsabilités. Mais on ne peut pas laisser certaines personnes en Côte d'Ivoire qui vivent 30 ans, qui vont au travail, qui reviennent, qui touchent le salaire de Ouattara. Ouattara les paye parce qu'ils travaillent, ils touchent leur salaire, ils payent leur tue à l'administration de Ouattara. Et puis, on demande à ceux qui sont dans la diaspora de ne pas mener des actions. Moi, je m'explique en faux. Ça n'avait rien à voir avec l'arrivée de M. Hollande. Hollande lui-même, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez vu ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Voilà. Monsieur Naki, on va vous permettre, comme je dis, l'objectif de cette émission, c'est justement d'éclairer la lanterne de beaucoup de vos partisans. Et nous souhaitons que cela se fasse une bonne fois pour toutes. Et moi, à partir de cette conférence où beaucoup de choses ont été dites, on nous a dit que M. Abati, par exemple, j'ai là un message d'un autre auditeur qui dit je pense que les Abel Naki et autres vont tout droit dans le mur. Ils nous font ir partout dans la journée. Et la nuit, ils rasent le mur pour rejoindre quelques dignitaires du RDR. Alors justement, je veux que vous dites une bonne fois pour toutes, parce que c'est ce que beaucoup de gens disent, Abel Naki n'a jamais été acheté par le régime en place. Abel Naki n'a jamais été acheté. Et donc pourquoi Abel Naki serait-il acheté et parti? Et à combien? À combien Abel Naki se sera acheté? Acheter pour faire. Acheter pour poser quel acte? Il faut leur dire de se racheter. Et ceux qui disent que militairement Abel Naki va partir par là pour continuer avec le pouvoir, qui nous apporte les preuves. Qui nous apporte les preuves de l'acte militairement. Il ne faut pas avancer des choses dans le pays. Ce n'est pas achetable. Et quand je suis allé à cette conférence, les Ivoiriens, le problème que nous avons, et c'est même pas d'ailleurs, c'est pas tout le problème que nous avons avec les dénigreurs professionnels, les polémiseurs professionnels, c'est que ces derniers ne prennent pas le temps de lire. Ces derniers, quand il y a une vidéo, ne prennent pas le temps de regarder la vidéo. Ces derniers se contentent des titres et ils mènent leurs actions. Vous voyez? Quand je suis allé à cette conférence, ma première phrase, je me suis présenté, je dis, je suis un président fondateur du groupe panafricain. Je suis un wagoniste non négociable. Alors, quelqu'un qui dit cela sur les antennes, on peut encore avoir le courage de dire qu'il a acheté. Je suis allé leur dire que moi, avec Naki, je suis non négociable. Ça ne peut pas m'acheter. Je suis de gauche. C'est un mouvement politique qui doit apporter sa pierre à la restauration démocratique. Parce que la restauration de la démocratie n'a pas été confiée à quelqu'un. Ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible que la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire est confiée à tel groupe. C'est faux. Chaque Ivoirien, chaque Africain doit participer à la restauration de la démocratie dans son pays. C'est ce que je fais. La Côte d'Ivoire est mon pays. Je suis né en Côte d'Ivoire, de père et de mère ivoiriens. Je fais ce qui est à mon devoir
avec l'instrument que Dieu m'a permis de créer, le club panafricain, pour apporter le bien-être à mes frères qui sont en Côte d'Ivoire, pour apporter la libération de mes frères qui souffrent à la Maca, pour permettre que ceux qui sont en exil de rentrer, que ceux qui disent ça, les commentaires, ceux qui parlent, ils sont ici en Occident, ils sont ici en Europe, ils sont aux États-Unis, ils vivent le rêve américain. À quel moment ils ont cotisé ne serait-ce que 20 € pour aider ceux qui sont à la Maca? À quel moment? Celui qui a posté je ne sais pas comment il s'appelle, à quel moment il s'est soucié de ceux qui sont en exil? Moi, j'y suis allé, je le répète et je le répéterai jusqu'à la fin de cette émission. Je suis allé au Ghana, je suis allé au Togo, je suis allé au Bénin. Et personne n'a payé mon transport. Je suis allé voir la souffrance de mes frères. Quand je parle, c'est en connaissance de cause. Quand je parle, c'est parce que je sais ce qu'ils disent. Quand je parle, c'est parce que je vois les photos qu'on nous montre de ceux qui sont à la Maca. Alors, voulez-vous que nous restions chaque samedi, aller nous faire, chaque samedi, aller à Trocadéro, et samedi à Trocadéro, pendant que les autres sont en train de souffrir? Il ne faut pas très vite crier au loup. Il faut regarder. Il faut suivre des marches de quelqu'un pour pouvoir comprendre sa marche. Ok. Merci, M. Naki. Merci beaucoup. Une dernière question, certainement, avant de vous laisser en compagnie de nos membres, de nos panélistes habituels qui piaffent d'impatience pour voir clair un peu dans cette situation. Entre-temps, nous avons un message qui vient de tomber, qui est celui d'un auditeur, d'un internaute, qui vous demande de répondre à M. Franklin Nyamsi, justement parce que cela, son message aussi avait contribué à ce doute-là, à ce doute qui a été jeté dans l'esprit de beaucoup de vos partisans. M. Franklin Nyamsi avait écrit, nous avons parfaitement fraternisé avant la réunion pour la conférence de presse de M. Ali Touré le vendredi 7 juin au Palladium de Paris. Nous avons solennellement été présentés l'un à l'autre avant la réunion en présence de la journaliste de Londres, monsieur. Nous avons même pris le repas ensemble. Mieux, nous avons dévisé dans la suite de l'hôtel de M. Ali Touré, éminent membre du RDR, dans une ambiance chaleureuse et fraternelle à la réunion. Alors, comme ça, quand M. Abel Naki dit qu'il est allé à cette conférence, on l'a mis sur une chaise et il ne savait pas qui était à côté de lui, ça augmente le doute à mon esprit. Alors, je vous donne l'occasion encore de répondre à cela, M. Abel Naki, comme je le dis, mon souci, c'est justement d'aider ceux qui vous suivent à vous faire confiance dans la continuation de la résistance. Allez, Naki. Merci. Monsieur Nyamdi a écrit ce qu'il a écrit. Je suis allé à cette conférence effectivement avec même, on m'a présenté les gens. Je n'ai pas lié. Sans plus. Après, je me suis mis dans le cas de l'hôtel là où il y avait la conférence. J'ai pris un verre. Le monsieur était là. Et par la suite, quand ils m'ont laissé là, ils sont allés dans la salle. Moi, je suis arrivé un peu plus tard. Je suis arrivé, la place qui m'était réservée, c'est sur celle-là que je me suis arrivé. Effectivement, je suis allé dans la chambre d'Ali parce que je me dis que c'était un ami qui organisait cette conférence. Donc, c'était pour faire ce point. Je dis, moi, voilà, je suis venu à ta conférence, voilà, moi, voilà la partie dans laquelle je suis. Voilà. Dit que ce monsieur, je le connaissais, que nous avons dansé ensemble, nous avons fraternisé. On peut vous présenter quelqu'un aujourd'hui, et puis le courant peut passer. Comme on peut vous présenter quelqu'un, et puis le courant peut ne pas passer. Donc, ça ne veut pas dire que Nyamdi était un ami. Si que je ne connais pas Nyamdi. Je ne l'avais pas vu auparavant. Je n'avais pas déjeuné avec lui auparavant. Alors, à cette conférence, c'est pas une conférence, eh bien, on est courtois. Je suis courtois. Moi, je suis courtois et je suis poli. Je ne suis pas impoli. Donc, ma courtoisie est allée peut-être trop loin. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire. Mais, merci. Dit que
Je connaissais M. Nyamdi avant d'aller à cette conférence. Je ne le connaissais pas avant d'aller à cette conférence. Merci, M. Naki, de toutes les précisions que vous faites ce soir. Je rappelle aux auditeurs qu'ils sont en train de suivre actuellement Dias Politique dans son édition spéciale ce jour. Dias Politique est une émission politique de la diaspora qui passe les samedis, animée par Matt de Boisbré au micro avec la collaboration technique de notre ami Jacques Roger au pupitre technique. Il faut dire que nous avons de sérieux problèmes techniques ce soir. J'ai même du mal à entendre notre invité. Tellement, cela est dû au pays où je me trouve actuellement. Je suis très loin de Washington DC. Alors, mais on va aller du côté de nos amis M. Adjayi, M. Adjayi et le pasteur Nda qui sont en ligne. Il faut dire que cette émission va seulement durer une petite heure. On va leur permettre de poser leurs questions. Et puis, on va chercher à clore cette émission. Alors, M. Adjayi d'abord. M. Adjayi, vous avez écouté M. Abati, fondateur du CRI panafricain. Évidemment, vous l'avez entendu intervenir sur ce qu'on lui reprochait. Alors, est-ce que vous avez à dire une intervention, une question, une proposition, enfin, tout ce que vous voulez, M. Adjayi? Merci Matt Boisbré pour cette émission. Merci et je salue Ben Naki. Je vais poser deux questions par rapport à ce que j'ai entendu. Il dit qu'il n'a pas envie de se retrouver à la haie. Or, moi, je sais que la CPI se réclame une cour de justice, donc c'est criminel. Donc, pourquoi Abel Naki dit qu'il n'a pas envie de se retrouver à la haie? Pourtant, Blé Goudé n'est pas parce qu'il a commis des crimes. Laurent Gbagbo n'est pas parce qu'il a commis des crimes. Les criminels sont à peine. Alors, il faut qu'il nous explique pourquoi il dit qu'il n'a pas envie de se retrouver à la haie. Quel crime a-t-il commis? Ou bien, à quoi résiste-t-il le CRI panafricain? Et est-ce que ce à quoi il résiste est coupable de poursuites judiciaires? La première question que j'ai posée. Allez-y, monsieur. Oui, allez-y, monsieur Adjayi, allez-y pour votre deuxième question, oui. La deuxième question, c'était de savoir qu'est-ce qu'il pense des élections de 2015. Est-ce que ces élections doivent avoir lieu? Si oui ou non, pourquoi? Qui nous donne sa façon de voir. Voilà. Allez-y, monsieur Naki, que vous l'avez entendu. Pourquoi Ben Naki n'a pas envie de se retrouver à la haie, comme Laurent Gbagbo Blé Goudé, que se reproche-t-il voilà. Et puis les élections de 2015. Alors, allez-y, monsieur Naki. Mais le frère, il a la question et il a même pas répondu à la question. Il a dit que Charles Blé Goudé se trouve à la haie, pourtant il n'est pas criminel. Laurent Gbagbo se trouve à la haie, pourtant il n'est pas criminel. Je ne suis pas criminel. Je ne suis pas criminel. Donc, je ne voudrais pas aussi me trouver à la haie. On dit que je suis un criminel. Parce que quand ceux-là qui sont avec vous sont les premiers à vous livrer, c'est facile de vous derrière à la haie. Il est facile de vous coller sur le dos des affaires criminelles. Mais je pense que les cours. En 2012, j'ai été cité par Ahmed Bakayoko, journal de 20 heures, le ministre Ahmed Bakayoko, au journal de 20 heures, comme étant celui qui est des attaques qui ont eu lieu en 2012 à Bouédo, et tout ça. Et je voudrais envie d'oublier, quand un ministre de l'Intérieur prononce une telle phrase devant au moins 22 millions d'habitants de Côte d'Ivoire, il faut savoir que le dossier déjà est dans les fichiers de l'État ivoirien comme atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce que les gens ont une fois imaginé cela? Est-ce qu'ils ont une fois pris le temps de voir le poids qui pèse sur les individus? Et c'est ce dernier-là qu'on trouve qu'il est en train de... c'est ce dernier-là qu'on vilipende. C'est ce dernier sur lequel on calomnie. Donc ceux-là même qui sont dans mon propre camp, qui me calomnient, mais c'est ceux-là qui vont m'amener devant à la haie. Parce que le fichier qui est dans le pouvoir, ils vont le faire sur... Alors maintenant, quand je dis des choses, c'est des choses qui sont pensées, que je prononce.
parmi ceux qui posent des questions, parmi ceux qui font des commentaires, personne n'a condamné le ministre Ahmed Bakayoko. Même pas le FPI. Je n'ai vu aucune déclaration du FPI me défendre. Je n'ai vu aucune déclaration d'un leader me défendre. Je n'ai vu nulle part un Ivoirien me défendre ce cours. Et quand je me retrouve là, et qu'on me dit Abel Nati a fait ceci, Abel Nati a fait cela, je dis, mais demain, qui va me défendre? Demain, qui va parler de ma cause? Demain, qui va lutter pour mes enfants? Demain, qui va dire que, ce monsieur a fait quelque chose pour la paix du pouvoir? Si déjà, nous n'avons pas encore fait un pas, on doit le voir là. Voilà pourquoi j'ai dit cette situation. Charles Bleu vous donne à rien. Il n'est pas criminel, mais il se retrouve à La Haye. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais attrapé un fusil. Il se retrouve à La Haye. Ouvrons les yeux. Et maintenant, le vrai combat que nous devons mener pour libérer notre pays. Nos ennemis ne sont pas dans notre propre camp. Je n'ai jamais vu les gens du RDR, je ne les ai jamais vus en train de vilipender leurs camarades. Jamais. La preuve, pendant 10 ans, ils sont venus manger à l'eau avec nous. Pendant 10 ans, ils étaient premiers ministres chez nous. Pendant 10 ans, ils étaient venus, ils étaient chefs de cabinet, ils ont été tôt chez nous avec nous. Mais ça ne les a pas empêchés de nous envoyer à La Haye. Mes amis, soyons intelligents. Serons-nous un peu les prudents et considérons, nous, les uns les autres. Enfin, ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire et qui ont fui, qui sont allés à négocier partout, avaient des salaires. Ils étaient au pouvoir, ils ont travaillé pour le pouvoir. Nous autres, nous n'avons pas fait. Nous autres, nous n'avons pas été au cœur du pouvoir. Nous autres, nous étions méconnus, inconnus. Nous n'étions même pas considérés. C'est quand ça a chauffé. C'est nous qui sommes sortis. Alors respectez-nous. Considérez-nous et soutenez-nous. Je vous remercie. Deuxième question. 15 est une année constitutionnelle. Votre constitution dit que chaque 5 ans, il y a des élections dans notre pays. Si tel est que nous sommes ceux qui défendons la légalité constitutionnelle, 2015 est une année constitutionnelle. Maintenant, il est important de regarder si le paysage politique, social, ivoirien nous permet d'aller à des élections. Je crois que la réflexion doit être encore menée. Les plaies sont encore ouvertes. Les déchirures sont encore là. La réconciliation n'a même pas encore fait un pas. Il y a encore des prisonniers politiques. Il y a des exilés qui sont occupés. Il y a des maisons qui sont encore occupées. Les salaires sont encore gelés. Enfin, les avoirs gelés. Les terres à l'ouest sont encore occupées. La commission électorale qui vient d'être votée est une commission électorale qui est un danger si jamais élection il doit y avoir. Donc, pour moi, 2015 doit être une étape par laquelle nous devons être présents sur le terrain pour mener le combat en tout cas de l'impartialité de la CEI, pour mener le combat de la vraie réconciliation entre les Ivoiriens, pour mener le combat de la libération des prisonniers politiques, pour mener le combat de la restauration d'une vraie vie sociale, d'une cohésion sociale entre les Ivoiriens avant de parler d'élections publiques. Voici pour l'instant la position du clip panafricain, mais les choses peuvent évoluer, les choses peuvent aller très vite. Nous disons que 2015 est une année constitutionnelle. 2015, il y a élection. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tout ce que nous voyons nous permet d'aller à ces élections? Si oui, quelles sont les garanties que nous apportons? Sinon, que faisons-nous pour que ça change au plus des élections présidentielles? Merci. Merci, M. Abdel. Je rappelle aux auditeurs que vous suivez ce soir Dias Politique, l'émission politique de la diaspora dans son édition spéciale, puisqu'elle se passe
Aujourd'hui, elle a lieu aujourd'hui mercredi. Généralement, nous passons cette émission les samedis. Voilà, aujourd'hui, un sujet spécial, hein, émission spéciale. Il fallait donner l'occasion à notre compatriote Abel Naki, président panafricain, Pro-Gbagbo pur et dur, hein, des chefs de la galaxie patriotique, de s'exprimer, de donner juste, de préciser à tous ses partisans et à tous ceux qui le suivent le sens de son combat, le sens qu'il veut donner à son combat, qu'il ajoute la corde qu'il ajoute au combat qu'il mène aujourd'hui. C'est l'occasion que nous nous donnons aujourd'hui. Alors, nous allons aller du côté du pasteur Nda, je crois. Pasteur Nda est en ligne. Pasteur Nda, si vous nous avez suivis depuis le début de l'émission, vous avez en ligne monsieur Abel Naki, une question, une proposition, une intervention, allez-y. Alors, je crois que oui, M. Boabré, oui, à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, allez-y, monsieur. Oui, allez-y, pasteur. D'accord, merci. Non, je crois que vous avez posé la question que je m'apprêtais à poser. En fait, quelle était la meilleure des stratégies pour un pays sérieux qui se dit sérieux? Faut-il aller en rang dispersé ou ensemble? Alors, j'ai une question, une sous-question par rapport à cela. Écoutez, d'aucuns disent que depuis un certain temps, le FPI est en train de se fragmenter parce que le FPI a abandonné la lutte, comme on dit. Le FPI a se détourné de sa propre vision pour se tourner vers une vision qui satisfait beaucoup plus le ventre. Et que beaucoup de groupes aujourd'hui sont en train d'être un peu partout. Et les anciens groupes qui pensaient être solides, sont en train d'être justement plus attirés par l'argent plutôt que par, n'est-ce pas, l'objectif du combat qu'ils mènent. Alors, qu'est-ce que M. Naki dit? Parce qu'en fait, il ne faudrait pas dire que ce sont des rumeurs. Oui, ce sont des rumeurs, certainement, mais ces rumeurs sont un peu partout. Alors, nous qui ne nous intéressons pas à la politique, vraiment à la politique véritablement, quelle réponse il peut répondre, il peut apporter ce soir par rapport à cela? Le FPI est-il en train de passer? Le FPI est-il en train de tomber dans le piège de l'argent? Ou bien il est déjà dedans? Merci, pasteur. Si je rappelle que Abel Naki est président du CRIP panafricain, qui n'a rien à voir avec le FPI, c'est son parti à lui. Il va tenter certainement de répondre, mais il faut préciser que c'est souvent difficile pour d'autres politiciens d'intervenir sur ce que d'autres partis font. Ben, il va essayer de dire ce qu'il peut dire. Sinon, Abel Naki est là ce soir comme président du CRIP panafricain et justement, nous cherchons à l'entendre sur les remous qu'on entend ici et là, dans son parti, dans son mouvement. Alors, Abel Naki, on vient de vous poser donc une question sur le FPI. Je ne sais pas si vous avez du mal, allez-y, si vous pouvez. Moi, je vais demander au pasteur, c'est bien qu'il pose cette question, mais il a dit qu'il ne faisait pas de la politique, c'est normal, le pasteur, mais il faut aussi s'informer. Il faut s'informer, beaucoup de sites internet, il y a beaucoup d'autres supports dans lesquels ils sont formés. Le FPI, je ne pense pas que le FPI soit tombé dans l'argent. Et puis, quand je dis, nous les Africains, nous disions aussi beaucoup trop vite. C'est le FPI qui a lancé le mot de boycott du recensement. Et ce boycott-là a été respecté par l'ensemble des citoyens. Le boycott a fait que le pouvoir s'est rapproché du FPI pour leur demander de lever leur boycott. En contrepartie, ils allaient libérer les priorités. Moi, je pense qu'un parti qui est rentré dans l'argent, un parti qui veut s'embourgeoiser avec le pouvoir, ne peut pas poser de tels actes. Mais je reste que pour ce seul acte-là, et ça ne date plus d'un an, hein, ça date de quelques mois seulement. Donc, pour ce seul acte-là, je peux vous garantir que le FPI n'est pas en train de s'embourgeoiser avec le pouvoir. Le FPI même le combat a plutôt mené. C'est vrai que dans un groupe, il y a toujours des malentendus, il y a des tracteurs, il y a tout ça. Mais le combat reste fait. Et je pense que le FPI est encore sur ce chemin-là. Merci, monsieur. On va chercher à conclure cette émission comme je vous l'annonçais, hein, une émission qui
qu'on a prévu juste pour une petite heure. C'est une émission spéciale qui passe aujourd'hui, ce mercredi. Je rappelle aux auditeurs que vous suivez donc, c'est bien Dias Politique, l'émission politique de la diaspora animée par Matt de Boisbré, avec la collaboration technique de notre ami Jacques Roger à Washington, d'où je suis très loin. Alors, Monsieur Naki, pour arriver à notre conclusion, je voulais d'abord vous demander, poser une toute dernière question. On vous aurait aperçu au centre Maurice Revel, dans le 20e arrondissement, prendre part aussi au meeting de Monsieur Mamadou Koulibaly. Que pouvons-nous retenir de cette rencontre? Je ne sais pas si ça aussi des ragots, si vous avez été. Que pouvons-nous retenir de cette rencontre-là? Je suis allé, j'ai été invité aussi, je suis allé à la conférence du professeur Mamadou Koulibaly, qui allait dans un esprit républicain. C'est un Ivoirien, il a servi du FPI. Aujourd'hui, il a créé son parti politique, il mène sur le combat de la restauration de la démocratie à Côte d'Ivoire. C'est un acteur politique ivoirien. Je suis allé l'Ivoirien lui était, beaucoup de pro-Gbagbo unitaires, nous l'avons la projet des explications qui étaient les siennes concernant son départ du FPI, a aussi expliqué la situation économique de la Côte d'Ivoire. Je pense que nous avons été beaucoup enrichis, seulement que bon, il y avait dans la salle des pro-Gbagbo qui voulaient en découdre, qui voulaient savoir pourquoi il est parti, pourquoi il a laissé dans le rang de bon. Bref, c'était le dessous de la conférence. Même ça a été une très belle conférence à laquelle nous avons assisté. Je vais dire que le fait de se déplacer et d'assister à une conférence, ou le fait de discuter, le fait de nouer le dialogue, ne signifie en aucun cas qu'on a failli. Ne signifie pas qu'on a fait alléger. Ça, il faut que ça soit clair dans le pays. Parce que ce qu'on va faire dans 5 ans, là, si on le commence aujourd'hui, est-ce qu'on a bien fait ou bien on a mal fait? Moi, je pense que si on le commence aujourd'hui, on gagne du temps. Donc, on a bien fait. Et le FPI fait du travail en Côte d'Ivoire. Et si d'autres organisations peuvent appuyer l'action du pays, je pense que ça peut faire avancer. Je vais vous raconter tout ça, les fois que nous sommes chrétiens. Vous savez, à l'église, dans le temps, à l'église, on n'étudiait pas tous ensemble. On faisait individuellement, après, à un moment donné, on a tous commencé à prier ensemble. Parce que, effectivement, dans la foule, Dieu peut être peut-être sensible à la prière de Boisbré ou de Jacques Roger. Et bon, si ce jour-là, on a donné la parole à Ben Naki pour prier, pourtant qu'il n'est pas dans la bonne disposition, la prière n'ira nulle part. Or, si nous avons tous prié ensemble, Dieu écoutera peut-être la prière de Jacques Roger qui est à de bonnes dispositions, l'Église va être exaucée. C'est à peu près la même chose. Le FPI mène le combat, mais d'autres organisations aussi peuvent passer autrement pour mener le même combat. Et certainement, ces organisations-là peuvent être facilement écoutées par rapport au FPI. C'est pas s'il y a une guerre éternelle entre le FPI et le RDR, on ne sait pas quelle alliance ils ont quitté. Les deux étaient en 1995 dans la coalition républicaine, dans le front républicain. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pourquoi aujourd'hui, toi, comme un chat, s'il y a une autre organisation, s'il y a le MDCI qui vient, qui est peut-être mis dans l'affaire, ou le Front panafricain qui est peut-être mis dans l'affaire, il peut peut-être avoir sa voix peut-être de l'écho, et on peut peut-être l'écouter. Mais c'est le combat. L'objectif, c'est que nous ayons la libération de nos frères. L'objectif, c'est que les réfugiés rentrent. L'objectif, c'est que le président Laurent Gbagbo soit libéré. C'est lui qui est le gage de cette réconciliation. Parce que c'est de lui que tout est parti. Donc, il ne peut pas être en dehors de cette réconciliation. Il faut que Charles Blé aussi soit. Donc, voilà. Mais si X peut le faire, je ne vois pas le mal. Si nous pouvons tous le faire ensemble, je ne vois pas aussi le mal. Donc, je ne condamne pas ceux qui choisissent de se structurer afin d'être efficaces dans le combat. Ce n'est pas être dispersé. Je ne pense pas qu'on soit dispersé. Je ne pense pas qu'on soit dispersé. Donc, il faut faire confiance. Il faut regarder
faut suivre les démarches, il faut prendre les marches pour que notre lutte puisse avoir un succès. Parce que nous avons gagné des batailles. Nous avons gagné beaucoup de batailles. Et nous continuons de gagner des batailles. Alors justement, pour revenir à Mamadou Koulibaly, c'est justement, votre présence a été interprétée de plusieurs façons. Déjà, les gens vous demandent ce que vous... Mamadou Koulibaly, par exemple, qui estime que la libération de l'Orbo n'est pas une priorité, voilà les propos qu'on lui a prêtés. Or, vous, dans vos meetings, vous faites de cette libération un passage, je dirais même obligé, pour la paix en Côte d'Ivoire. On vous a vu dans vos t-shirts, no Gbagbo, no peace. Alors, lui avez-vous demandé de changer sa priorité pour vous rejoindre ou alors vous a-t-il convaincu pour soutenir sa vision à lui? Non, ce que j'ai écouté de la part de Mamadou Koulibaly n'a pas dit que la libération de Laurent Gbagbo n'était pas sa priorité. Ce tendu de sa bouche, il a dit que lui, il lutte pour un système. Il lutte contre un système. Et si ce système-là est réglé, ce système inclut la libération de tout le monde. La libération du président Laurent Gbagbo, de Simone Gbagbo, de tous les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà comment il a expliqué là. Donc, quand je l'interprète, ça veut dire qu'il faut traiter le problème à la racine, pour que ça puisse se réaliser sur tout le monde. C'est ça que j'ai compris là. Donc, et puis, ce qu'il faut savoir, c'est vrai, nous avons dit no Gbagbo, no peace. Nous avons dit no Gbagbo, il n'y a pas de réconciliation, mais il faut savoir que le temps évolue. Et nous évoluons. Et on n'est pas radical éternellement. On ne se radicalise pas éternellement. Effectivement, on radicalise une lutte pour obtenir quelque chose, pour obtenir une ouverture. Donc, s'il y a une ouverture de pouvoir s'asseoir et de discuter, je pense que c'est le résultat de la radicalisation que nous avons fait qui provoque l'ouverture afin que nous puissions nous asseoir pour discuter et mettre les pieds sur la table. Alors, M. Naki, on va justement vous donner l'occasion de clore cette émission-là. Le point important pour les... Oui, allô, M. Naki, vous m'entendez? Non, c'est pas Naki. Je vous entends. Bonsoir. Oui, on vous attend. C'est Yves Bambara. Attendez, M. Yves Bambara, laissez-moi une minute là. Alors, M. Naki, j'étais en train de dire que justement, on vous a entendu dire ce que vous venez de dire tout à l'heure, mais si on veut vous demander aujourd'hui de conclure un peu sur cette histoire de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous pourriez dire à vos auditeurs qui vous suivent? Que on peut dire aujourd'hui que c'est parce que vous êtes rendu compte que les carottes sont cuites que vous avez ramolli le combat, que vous êtes maintenant à discuter. Est-ce que c'est comme ça on pourra comprendre un peu votre démarche? Non, du tout. Aucun dé n'est à profiter. Aucun dé n'est. En tout cas, concernant le président Laurent Gbagbo, aucun dé n'est quitté. Rien n'est joué à l'avance. Il y a encore d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir au niveau du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas ça. Je dis, notre lutte n'exclut pas la discussion. Notre lutte, je me rappelle quand, dans l'histoire de l'Afrique du Sud, à un moment donné, la lutte se radicalisait, mais c'était pour permettre à filer des discussions. On radicalise pour obtenir une discussion, pour obtenir quelque chose. Donc, je pense que ça ne veut pas dire qu'on a baissé. Je peux aujourd'hui demain sortir, je peux demander aux Ivoiriens de venir dans la rue, nous allons revendiquer toujours la libération du président Laurent Gbagbo, mais ça ne m'empêche pas aussi de pouvoir m'asseoir et discuter. Parce que celui pour qui on se bat, il est le père, appuyons-nous et discutons. À moins que ce ne soit une légende, à moins que ce ne soit en l'air que le président Laurent Gbagbo avait prononcé. Mais il est le père. Asseyons-nous et discutons. Donc, s'il y a l'occasion de pouvoir s'asseoir et discuter, ça ne veut pas dire qu'on laisse nos revendications. Ça ne veut pas dire qu'on laisse nos manifestations. Ça ne veut pas dire qu'on laisse nos mobilisations de masse. Et je me rappelle, quand il était au Golfe, il a dit arrêtons la phase militaire de la crise et passons à la phase civile de cette crise. La phase civile, que nous comprenons, c'est de pouvoir effectivement, pendant 3 ans, nous avons refusé, en tout cas nous, au groupe panafricain, toute discussion, nous avons refusé parce que les plaies étaient
très grande découverte. 3 ans après, nous continuons toujours de revendiquer, mais nous pensons que s'il y a occasion de discuter, nous pouvons discuter et nous sommes à discuter. Alors, merci. Merci, M. Naki. Merci, Yves Bambara. On va aller rapidement du côté de Yves Bambara pour sa question, très rapidement, avant l'occasion à Bernaki de conclure là. Yves Bambara, allez-y, allez-y. Merci et bonsoir mon ami et frère Abel. Abel, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Yves Bambara. Et voilà, j'ai une question, et c'est pas une question personnelle, mais une question venant de beaucoup d'Africains à qui que j'ai échangé avec depuis que je suis parti la dernière fois en Afrique. Il y a beaucoup d'Africains, des Congolais, des Burkinabés, des Maliens, etc., même des Ivoiriens qui disent que le président Laurent Gbagbo a pratiqué un panafricanisme situationniste, que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas exprimé cela durant tout son parcours, que lorsque c'est après ou bien à l'approche de la discours électorale qu'il a commencé à exprimer son panafricanisme. Et par rapport contrairement à ces anciens leaders qui se réclamaient panafricanistes, je passe par Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah jusqu'à Sankara. Alors, et si bien même qu'il a été même souvent collaboré, ou bien même été obligé, contraint de coopérer avec ceux-là même qui ont entravé la marche du panafricanisme, leaders comme tels que Blaise Compaoré du Burkina Faso aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette opinion? Oh, oui, salut Yves, comment vas-tu? Oui, ça va. Effectivement, il y a beaucoup de personnes, il y a des Africains qui le pensent. Je pense que le président Laurent Gbagbo a affiché son patriotisme à la veille de cette crise. Mais je mets plus en faux sur cette question. Le président Laurent Gbagbo est panafricain. Il est panafricain. Il y a des exemples. Il y a des exemples du panafricanisme en lui et des actions qu'il a réalisées. Quand il était au pouvoir, il a proposé à la sous-région, il a proposé qu'on puisse créer un fonds de la sous-région, je vous dis un peu comment il avait nommé cela, mais pour que chaque puisse y verser les recettes, les bénéfices des recettes que chaque que ce fonds-là puisse servir à, par exemple, tracer les routes d'un pays à un autre, des chemins de fer d'un pays à un autre. Il avait pensé cela. Il avait aussi des idées d'intégration africaine, et même quand il était dans l'opposition, il prenait aussi que des mais c'est vrai que ça n'a pas été assez. Maintenant, moi, la question que je pose, c'est que est-ce qu'il faut prononcer le mot panafricain pour dire qu'on est panafricain, ou est-ce qu'il faut tâcher d'une certaine façon pour dire qu'on est panafricain dans l'âme? Mais je pense que le président de Laurent Gbagbo, dans l'âme et dans l'esprit, est un panafricain parce qu'il a toujours pris des exemples en parlant, dans ce discours, il a toujours parlé soit de la région, ou soit de l'Afrique tout entière. Il avait même pris langue avec Kadhafi, président libyen, par rapport à d'autres projets pour l'Afrique. Donc je pense que, effectivement, le président Laurent Gbagbo a un esprit panafricain. C'est vrai que dans les dernières années, en 2010, à l'approche de la crise, effectivement, ça a été beaucoup plus accentué et tout le monde l'a dit. Mais c'est un panafricain, je peux vous rassurer. Il n'a peut-être pas mené le combat comme l'ont fait Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et les Sankara et autres, mais il faut savoir que le président de Gbagbo est un panafricain. Voilà. Après, je peux poser une question concernant la libération du président Gbagbo? Bon, on avait déjà parlé de ça, mais allez-y, Yves, allez-y. Comme vous êtes avec nous, allez-y rapidement. Il va répondre et puis on va mettre ça à l'émission. Allez-y. Oui, dans la tactique de libération du président Gbagbo, et certains pensent que, au lieu de mettre la condition seulement, la seule condition de la libération de Gbagbo comme retour de la normalisation de la situation d'Ivoire, il faudrait aussi joindre au paquet l'extradition de tous les coupables de la crise en Côte d'Ivoire, à savoir Guillaume Soro et tous les généraux qui l'entourent.
comme condition. Que répondez-vous à ça? Oui, effectivement. Et je l'avais dit tout à l'heure, j'ai dit que la CPI jouait sa crédibilité en se penchant seulement sur le cas du président Laurent Gbagbo et en ne se penchant pas aussi sur les autres qui ont aussi fait des actions que les Sorodio, les Ouattao et tout ça, tous ces seigneurs de guerre. Effectivement, il faut que dans nos revendications ou dans nos conditions pour la nomination après de la situation en Côte d'Ivoire, effectivement, il faut que ces personnes-là puissent répondre de leurs actes. Mais si notre pensée panafricaine par rapport à cette question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant que panafricain, je suis contre que les Africains puissent répondre à la Cour pénale internationale. Je suis pour qu'il y ait une justice africaine. Je suis pour qu'il y ait une Cour pénale africaine qui puisse juger les Africains dans leur propre pays. Parce que l'acte de prendre un Africain, quel que soit son bord, quel que soit ce qu'il a fait, l'acte de le prendre en Afrique et de l'amener en dedans pour le faire juger par les Blancs, par ceux qui sont là-bas, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Et moi, en tant que panafricain, je ne suis pas d'accord que des Africains quittent leur continent et se fassent juger à l'extérieur. Par exemple, un Américain, la Constitution américaine dit qu'aucun Américain ne peut être jugé hors des États-Unis. Donc, pourquoi eux ont le droit de prendre des Africains et les faire juger à l'extérieur, et pourquoi on n'a pas, eux, jugé leurs malfaiteurs là où ils ont commis des crimes. Donc, pour moi, c'est vrai, il faut que tous ceux qui ont intervenu dans la crise depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, il faut que chacun puisse répondre de ses actes, mais je suis contre que des Africains soient jugés à la CPI. Merci mon ami, merci cher ami Yves Bambara, merci de votre contribution. Nous allons demander maintenant à Abel Naki de conclure, surtout de dire clairement que Abel Naki n'a pas jeté l'éponge de la résistance. Il va le dire certainement dans cette conclusion à laquelle nous allons lui céder quelques 2 minutes, mais avant, il faut informer à tous ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, que on nous a dit qu'il y a eu 20 morts, un drame est survenu en Guinée, et 49 morts. Un drame vient de survenir en Guinée, il y a eu 49 morts. Les détails certainement dans nos éditions à venir. On vient de nous l'annoncer. Un drame survenu en Guinée a causé 49 morts en Guinée. Alors, Abel Naki, vous allez donc nous dire clairement que vous n'avez pas jeté l'éponge, comme la rumeur entend le dire. Et cela constituera votre conclusion. Allez-y, cher ami. Je voudrais avoir une pensée pour les amis en Guinée, une pensée aux amis et mais les Ivoiriens qui, à un moment donné, ont pensé que Abel Naki a abandonné la lutte, je veux les rassurer ce soir, je dis que la lutte pour la libération de son pays, la lutte pour la restauration de la démocratie, la lutte pour l'émancipation de l'Afrique, parce que nous sommes familles du pays panafricain, nous prenons le panafricanisme, cette lutte-là, c'est une lutte. Et parlons de la Côte d'Ivoire, la lutte en cette résistance de la libération du président de la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, je suis et je demeure dans cette lutte. Je peux les rappeler qu'il y a des démarches que nous faisons, il y a des actions que nous faisons, il y a des actes que nous faisons. Mais un leader, c'est aussi ça. Un responsable de mouvement, c'est aussi ça. C'est un pionnier. C'est celui qui, lorsqu'il n'y a pas de passage, c'est celui qui défriche, c'est celui qui coupe les herbes et qui crée un passage pour que ses camarades puissent suivre après. Mais en coupant les arbres, en défrichant, en créant un passage, il peut y avoir des épines, il peut y avoir des serpents, il peut y avoir des animaux,
Mais c'est ça aussi, c'est la lutte. C'est ça aussi qui Ragaya a dit, celui-là qui est le sérieux. Alors, je peux le dire. Je suis dans cette lutte. Je suis un pro-Nabo. Je suis de gauche. Je suis du truc en africain. Je lutte pour une Afrique émancipée. Je lutte pour la renaissance de notre Afrique, celle qui connaîtra le vrai développement, celle qui utilisera ses propres ressources pour se développer, celle qui ne sera pas, en tout cas, en train de tendre la main à l'Occident pour permettre à l'Occident de piller, en tout cas, ses ressources. L'Afrique aujourd'hui est au centre de tous les enjeux. Enjeux économiques, enjeux démocratiques, enjeux culturels, tous les enjeux possibles en Afrique. C'est à nous, la nouvelle génération, à nous, jeunes Africains, de prendre nos responsabilités et de poser dans le débat politique, de poser dans cette lutte-là et d'imprégner, en tout cas, nos convictions et notre âme dans cette lutte, puisque, en fait, cette lutte-là puisse se porter. Je suis dans le combat, je demeure dans le combat jusqu'à la libération. Le président Laurent Gbagbo, la première dame, Charles Blé Goudé, les prisonniers politiques, le retour des exilés, et je suis pour la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci Abel Naki. Je rappelle donc aux auditeurs que nous recevons ce soir M. Abel Naki, président fondateur du CRIP panafricain, un mouvement de résistance patriotique qu'il a créé depuis, disons, 2011-2012, un mouvement qui s'est vraiment fait signaler sur le terrain. Et Abel Naki vient de le préciser, et comme nous lui donnions justement cette occasion de le faire. Abel Naki n'a jamais été acheté, il n'a jamais abandonné la lutte. Il demeure dans le combat, comme il avait commencé depuis un certain temps. Abel Naki, toujours donc égal à lui-même, pro-Gbagbo pur et dur. Tous ceux qui voudraient donc lui prêter ses intentions-là, Abel Naki le dit clairement ce soir, il défie. Il est toujours aux commandes de la galaxie patriotique. Il fait ce qu'il peut faire pour la libération du président Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'on peut retenir donc cette interview que nous voulions vraiment spéciale ce soir pour lui permettre de lever le doute, justement, pour tous ceux qui pensaient autre chose que ce que lui est en train de faire. Merci donc à Abel Naki, merci cher ami, merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis sur cette émission sur la radio Ivoire News Radio International pour cette édition spéciale de Dias Politique, section que vous avez l'habitude de suivre les samedis, qui est passée donc en édition spéciale ce mercredi. Vous aurez la diffusion certainement le samedi, mais avant il faut aussi vous dire que nous aurons aussi sur cette antenne, certainement les jours à venir, nos amis du MDCI, certainement à Ouastalo, nous parler du mouvement qu'ils viennent de mettre aussi sur pied et dont Abel Naki a parlé tout à l'heure. Alors chers auditeurs, c'est fini pour ce soir. Jacques Roger, à vous le studio, c'était Matt de Boisbré, depuis le studio mobile de la ville où je me trouve. À vous le studio donc Washington, à vous Jacques Roger. Merci Abel Naki encore. Jacques Roger, je vous passe l'antenne.